Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence du séminaire rythmologie. Donc, on en a une dizaine par an. C'est une approche évidemment interdisciplinaire. Chaque mois, on reçoit un intervenant, un conférencier à qui on laisse une bonne heure pour développer son propos. Et puis ensuite, on essaye de dialoguer et d'essayer d'augmenter un peu cette approche qu'on peut avoir du terme rythme et rythmologie qu'on aborde ici, bien sûr, à travers la clé classique du métronome, hein, mais aussi à travers celle du rythme comme manière de fluer, quoi. Donc, on aura envie d'entendre notre intervenant du jour sur ces deux points. Le premier, bien sûr, mais peut-être voir comment il peut articuler ce qu'on propose ici autour du rythme comme une démarche d'ouverture interdisciplinaire, comment il peut l'articuler à son propre travail de recherche. Donc on a la chance aujourd'hui d'accueillir Philippe Vidal, qui est professeur en géographie et aménagement à l'Université du Havre-Normandie. Il est membre du laboratoire UMR-ID au Havre et on le connaît très bien, Philippe, par ses travaux sur les conséquences géographiques de l'insertion du numérique au sein des territoires. Il dirige une revue qui circule, qui est largement diffusée en ligne, mais encore un peu sous forme papier aussi, je crois, qui s'appelle Netcom. Voilà, donc je vous invite aussi à consulter les travaux de Netcom. Et puis, il occupe des fonctions de présidence, de commission dans pas mal d'organismes internationaux qui traitent de ces questions. Voilà, donc un grand merci à lui, et merci du temps qu'il a passé à investir à partir de son socle de compétences, la proposition qu'on fait autour d'un titre de conférence, rythme et temporalité du numérique territorial. Voilà, je voulais juste avant de lui passer la parole rappeler le principe, donc une heure tranquille pour développer, ensuite échange. Et puis je voudrais aussi accueillir celles et ceux qui nous rejoignent, qui nous connaissent. Il y a beaucoup de visages connus, il y a des noms qu'on ne connaît pas, il y a pas mal de personnes dans le monde entier qui nous rejoignent. Je crois qu'il y a du monde au Vietnam, il y a du monde au sud, peut-être même jusque du côté du Canada. Voilà, en tout cas, content de vous retrouver et de pouvoir échanger avec vous. Philippe, à toi la parole, à ton rythme en prenant le temps qu'il faudra. Merci. Bien, merci beaucoup Luc et Christian et tous les collègues pour cette invitation que j'ai considérée comme étant une forme de challenge un petit peu pour revisiter le travail que je peux mener sur cette question du numérique en géographie et en aménagement. Euh, donc on a proposé comme titre Rythme et temporalité du numérique territorial. Le numérique territorial, c'est une question, enfin, j'essaie d'aborder cette question du numérique sous cet angle du numérique territorial, donc que j'ai essayé, c'est une notion que j'essaye de formaliser depuis plusieurs années. Moi, j'y tiens euh, parce que ça permet de positionner cette question sous un angle géographique, sous l'angle de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors, par rapport à ce challenge, je me sentais pas très à l'aise, mais j'aime bien cette prise de risque de devoir investir face à des spécialistes que vous êtes, cette question des rythmes, des temporalités, des cycles. Euh, j'ai pas été beaucoup là sur les précédentes. J'ai été là quelques fois, mais pas beaucoup sur les précédentes présentations. Mais voilà, je serai là plus, plus fortement présent prochainement dans la mesure où j'ai trouvé vraiment que ça pose des questions que je n'envisageais pas vraiment. Alors pour le plan, je vais essayer de le tenir en une heure. Enfin, je pense que j'aurai pas de souci. Euh, j'ai imaginé trois temps dans la présentation que j'ai essayé de euh, qualifier en un seul mot. Un seul mot qui puisse aussi entrer en résonance avec ces questions du rythme, de temporalité, je crois en tout cas. Le premier mot, c'est concomitance. Donc, c'est le côté simultané d'un certain nombre de dimensions numériques qui coexistent en même temps, alors même qu'on a l'impression que c'est parfois très séquentiel. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Concomitance notamment entre justement
l'existence de ce que j'appelle le numérique mondialisé, un petit peu à miroir de mon angle d'attaque qui est le numérique territorial. Donc je pense qu'il y a une forme de concomitance entre le numérique mondialisé et le numérique territorial qui mérite sans doute d'être abordé, évoqué dans le cadre de cette présentation. Et je le dis sans aucune fausse modestie, je suis vraiment euh, c'est vraiment exploratoire et je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut aborder la question, loin de là. Le deuxième terme, je crois qu'il y a Dominique Boulier qui est en salle d'attente. Je vais l'admettre peut-être. Je Oui, crois que je peux. avec plaisir. Le, le second mot-clé que je propose, c'est instantanéité. Là, je vais essayer d'interroger le côté. Enfin, j'estime que les plateformes telles qu'on les connaît aujourd'hui et telles qu'elles rythment finalement le lien avec le territoire, hein, c'est presque des. Le numérique étant devenu un nouvel opérateur de lien territorial depuis quelques années, c'est très efficace et c'est redoutablement efficace, je dirais. Et donc, cette efficacité à court terme des plateformes fait de mon point de vue, courir le risque du délaissement territorial au motif que, comme c'est efficace, on n'a plus besoin d'investir le territoire. Donc, on va revenir là-dessus dans la deuxième partie. Et la troisième partie de la présentation, je l'ai intitulée temporisation. Donc, toujours en lien avec, en essayant de trouver un lien avec ces questions de rythme, de, 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 de chronotopie, etc. Je pense que finalement, ce numérique mondial, mondialisé impose son rythme au numérique territorial. Il ne s'agit pas non plus de penser, d'avoir une pensée binaire, loin de là. On va essayer de voir que c'est pas, les frontières sont très floues, une espèce de diffusion comme ça du numérique qui va du mondial au local, mais sans savoir exactement si c'est du ressort du mondial ou du local, on le verra ensemble. Mais enfin, au final, les acteurs publics, on peut s'interroger sur leur rôle finalement dans ce qui est en train de se déroulé sous nos yeux depuis une trentaine d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, pour le moment, en tout cas, aujourd'hui, le rythme, le mot temporisation va renvoyer à cette question de la régulation publique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont échappé à l'acteur politique, notamment à partir des années 2010, en matière hein, ce qui est en cause, c'est effectivement le succès du numérique, hein, le succès du numérique, et que finalement, c'est un peu l'histoire du gendarme et du voleur, si vous me permettez un peu cette expression. Il y a un temps de retard du politique sur le citoyen même, hein, mais surtout sur le privé et sur une espèce d'accord tacite privé-citoyen, qui fait que le politique aujourd'hui joue un rôle essentiellement de régulateur plus que d'innovateur, alors que ça aurait pu se passer autrement, évidemment. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc voilà, c'est les trois temps que je voulais aborder avec vous, concomitance, instantanéité et temporisation. Euh, et donc, je vais aller un peu plus, je vais être un peu plus précis, je crois, j'espère, sur concomitance. Moi, je moi, je considère, enfin, en tout cas, je pose l'hypothèse que le numérique mondialisé est en train d'imposer son rythme sur le numérique territorial, même si le numérique territorial essaie de rattraper et de reprendre la main, etc. Donc, je suis un petit peu sur ces logiques-là et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Euh, le numérique, déjà, je vais essayer de préciser de quoi je parle, de quoi on parle, mais de quoi je parle, hein, précisément. Bon, d'abord, c'est en effet des infrastructures de télécommunication, des équipements divers qui supposent donc des questions de connectivité des territoires, des questions d'accès des organisations, d'accès des particuliers au réseau informatique. Donc, ça suppose, ça renvoie à un certain rythme de déploiement qu'on va pouvoir voir dans le slide suivant rapidement. Le numérique, c'est aussi des contenus, des services dématérialisés, des données en provenance de toutes les sphères, hein, qu'elles soient marchandes, publiques, la société civile.
Et ça renvoie finalement aussi à un certain rythme d'innovation, même si l'innovation, elle est aussi largement sur l'infrastructure télécom, évidemment. Et ensuite, évidemment, le numérique, c'est aussi des usages et des usagers qui vont s'organiser parfois en communauté, parfois de façon très individuelle, et qui vont utiliser le numérique et sa collection d'outils pour mieux gérer en fait la quotidienneté. Et donc là, de mon point de vue, ça renvoie davantage au rythme d'appropriation de cette question numérique. Et cette dernière partie, l'usage et l'usager, elle va de soi, mais parfois elle est juste impensée. Et voilà, c'est important de dire que sans les usages et sans les usagers, il n'y a pas de validation de l'innovation. C'est l'usage et c'est l'usager qui va valider la proposition contenue et qui va aussi valider le déploiement, justifier le déploiement des infrastructures télécom, notamment. Alors, ça, c'est une approche un peu bon, classique du numérique, on va dire, de ce qu'est le numérique, hein, infra, service, usage, sur laquelle d'ailleurs beaucoup de politiques publiques nationales, en tout cas la France, s'est largement fondée avec une grosse approche de la Caisse des dépôts et consignations autour de ces logiques. Savoir que la façon dont je le présente, ça peut apparaître comme étant un peu séquentiel, mais en réalité, c'est faussement séquentiel dans la mesure où il n'y a pas eu d'abord l'infra, ensuite les contenus et enfin les usages. Même si on peut avoir cette impression, mais en réalité, c'est un rythme ternaire faussement séquentiel, fait de concomitance, d'hybridité et de glocal, c'est-à-dire de jeu d'échelle qui peut aller en effet du mondial au global, au local, pardon, ne serait-ce que pour les infratélécoms. On voit en ce moment tout ce qui se passe autour des câbles sous-marins et qui relient l'Afrique, avec tous les problèmes. On est bien dans des logiques là qui illustrent cette glocalisation et ce numérique mondialisé qui finalement va pouvoir aussi toucher le numérique territorial bon, voilà, j'ai eu une petite expérience aussi au Sénégal et au Congo et je me suis beaucoup intéressé à cette question de l'accès au numérique dans les Suds. Et voilà, on voit bien comment le global et le local s'entrecroisent, voire s'entrechoquent. Alors, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais finalement, on a des cycles, les cycles du numérique pour finir de présenter le numérique, hein. Finalement, il y a un cycle infrastructure, hein. Ça, c'est incontestable qu'il y a eu une montée en débit des territoires, des possibilités, bon, une augmentation du débit. Voilà. Donc, il y a un cycle qui part de la DSL. Alors, si on considère que le numérique commence avec l'Internet, hein, on peut aussi considérer que le numérique commence avec le Minitel, voire même avec les télécommunications. Mais bon, on va considérer que le numérique commence avec l'Internet. Donc, pour accéder à Internet, c'était l'ADSL, et puis il y a eu l'ADSL le plus, puis le coaxial après l'échec du plan câble qui a permis d'accéder à un numérique un peu plus avec une base passante un peu plus large. Puis il y a eu la fibre, hein, pour ce qui concerne l'Internet fixe finalement. Et puis ce qui concerne l'Internet mobile qui prend aussi beaucoup de place hein, dans ce qui est le numérique aujourd'hui. On commence par le GSM classique, puis le 2G, le 3G, le 4G. Globalement, c'est 10 ans entre une génération d'Internet mobile, 4G, aujourd'hui 5G. On dit qu'on va vers la 6G, alors ces 10 ans-là ne seraient pas tout à fait respectés. Mais voilà, en gros, c'est une période de 10 ans pour le cycle infrastructurel en Internet mobile. Alors, j'ai pas su trop le dire, mais je propose cycle de calcul. Alors, est-ce que c'est le cycle programmatique? Je sais pas. Mais finalement, il y a un cycle aussi qui permet de passer d'un algorithme assez simple vers le machine learning, puis le deep learning, puis l'IA aujourd'hui. J'illustre avec Delibia, qui est une société, une start-up normande que je connais et qui est en gros une start-up qui propose aux collectivités territoriales presque d'écrire les délibérations du conseil municipal presque avant même que le conseil municipal ait eu lieu. Grâce à des thèmes qui vont de toute façon être abordés, etc., etc., ou d'aider. Bon, donc c'est tout à fait intéressant. Bon, c'est tout à fait propre, enfin,
propre, proche de la démarche de ChatGPT, hein. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un cycle de services et de contenu. Le web, si on le considère comme étant la première génération du web, Web 1.0, c'était finalement une forme de digitalisation de l'information, hein. L'information existait et puis on l'a répercutée sur des supports numériques. Voilà, bon, c'était un gigantesque annuaire mondial. Il y avait Netscape comme navigateur. Voilà, il n'y avait pas non plus énormément de plus-value, on va dire, autre que la diffusion de l'information. Puis est arrivé le Web 2.0 avec des contenus interactifs. Les réseaux sociaux, et puis ça colle complètement avec l'arrivée de l'Internet mobile et des smartphones, évidemment. Et puis ensuite, le Web 3.0, peut-être un web de plateforme, hein, une plateformisation de tout. On va revenir sur cette question de la plateformisation et de son impact sur les territoires. Ensuite, je crois qu'il y a d'autres cycles, hein, mais j'ai repéré aussi le cycle d'usage. Alors au départ, le numérique, dans les années, disons, 95, hein, on était 96 jusqu'à même 2000, on était moins de 50% à être internaute en 2000, et encore, il faudrait revenir sur ce qu'était la définition de l'internaute par euh, euh, je ne sais plus quel était l'organisme qui permettait de mesurer le niveau de pénétration du numérique en France. Bref, on était d'abord dans une démarche de sensibilisation, après on était dans une démarche d'acculturation. Donc là, il y avait les EPN, notamment les espaces publics numériques, qui ont fait un boulot important. Puis on est passé à la généralisation, puis à l'expertise avec une grande littératie numérique. Peut-être que le cycle ensuite qui va devant nous, c'est peut-être ce fameux transhumanisme où le numérique va intégrer aussi finalement le corps humain, hein, pour prolonger un certain nombre de choses, le corps augmenté. Bon, voilà, donc j'essaie de voir quels sont les cycles possibles qu'on pourrait évoquer. Mais pour revenir sur ma première partie, je fais l'hypothèse qu'il coexiste numérique territorial, qui serait une forme de modernité émergente aux côtés d'un numérique mondialisé, que je considère comme étant encore aujourd'hui une forme de modernité dominante. Alors, le numérique mondialisé, c'est un numérique qui est un peu top-down, hein, du haut vers le bas, qui va ériger des normes, aller vers l'ubérisation, etc., etc. Et le numérique territorial, il est plutôt bottom-up. C'est une modernité émergente, c'est une forme de réponse aussi territoriale, à mon avis, à cette question, ce numérique mondialisé. Bon, ça va vers, ça porte ça, c'est un peu moins marchandisé, on va dire. C'est plus vers les communs territoriaux à l'heure du numérique. Ça se soucie aujourd'hui beaucoup de la souveraineté locale des territoires à l'heure du numérique, etc., etc. Bon, on pourrait entrer dans le détail, peut-être qu'on pourra en prolonger la discussion. Mais ce que je crois, c'est que entre ce numérique mondialisé, ce numérique territorial, c'est le numérique mondialisé qui donne le rythme aujourd'hui, le mouvement d'informatisation des sociétés à l'échelle du monde. Et parce que cette vitesse du numérique mondialisé avec l'innovation qui est extraordinaire, un rythme disons, qui se régénère à un rythme incroyable, l'efficacité aussi de ce numérique mondialisé lui confère presque toujours un temps d'avance sur la réponse qu'est le numérique territorial. Ça ne veut pas dire que ça et là, il y a des modèles de développement numérique territoriaux qui sont mieux appréhendés, plus appropriés par les populations. Mais globalement, dans ce que je peux observer par ailleurs sur toute une série d'aspects très concrets, comme par exemple, actuellement, je travaille beaucoup sur la téléconsultation, eh bien, on est plutôt sur mais bon, allez, prenons le e-commerce, hein, le e-commerce, on est plutôt sur du e-commerce façon Amazon que sur des drives fermiers, pour aller vite. Euh, alors, le numérique va donc, de mon point de vue, du global au local. Alors, le numérique mondialisé, si je me positionne en tant que géographe, alors c'est un peu caricatural de mettre le drapeau américain, mais quand même, c'est quand même les États-Unis qui ont lancé cette histoire, hein, du numérique et de l'Internet notamment, on va y revenir.
Mais c'est une proposition à l'adresse du monde. Je me souviens très bien des mots de Al Gore à l'époque quand il avait lancé la ANI, Agenda for Action. Et c'était vraiment, on va équilibrer la planète, bon bref, c'était plein de bonnes valeurs, on va dire, de bons sentiments peut-être. Mais en fait, c'est une modernité finalement aujourd'hui qui considère le monde comme un territoire avec clairement l'idéologie d'un monde sans frontières. Donc, euh, j'ai mis quelques items. Donc, les call centers, on téléphone pour réparer un ordinateur ou un téléphone, et puis on ne sait pas où on est. C'est Amazon, c'est le cloud de Google. Bon, bref. Donc, il y a ce numérique mondialisé qui, par ailleurs, auquel fait écho le numérique territorial, qui est, de mon point de vue, plus une proposition à l'adresse du territoire en provenance des acteurs territoriaux qu'il soit public et privé, hein, dans les deux cas. Et c'est une modernité, de mon point de vue, qui ne se fait pas au détriment de l'ancrage, où le territoire y est considéré comme une sorte de ressource à valoriser. On parle beaucoup de France tiers-lieux comme des lieux de, régénération territoriale. Bon, j'ai mis le logo d'Equitia là, qui est une structure qui a vocation à réunir l'ensemble des acteurs publics-privés. Il y a ça aussi en Normandie, c'est le Data Lab et associatif et de l'université pour donner une réponse territoriale aux enjeux de la donnée, de l'IA, bon bref, etc., etc. Il y a toute la problématique des mines urbaines qui est en train d'apparaître pour comment on réutilise, on va recréer finalement, on va trouver des métaux rares dans les vieux outils qui sont désuets, etc. Et au milieu de ce numérique mondialisé, plutôt entre ce numérique mondialisé et ce numérique territorial, il y a une forme d'entre-deux local, méso, avec une modernité qui considère plutôt le territoire comme un stock de ressources à exploiter. Euh, Est-ce que Blablacar, c'est du numérique mondialisé ou du numérique territorial? Bon, mondialisé, c'est un peu des deux finalement, hein. Encore plus, j'ai beaucoup travaillé sur le géocaching, encore plus le géocaching finalement, qui est une entreprise américaine mondiale qui est présente partout, mais qui donne une vraie plus-value territoriale du point de vue notamment de la mise en patrimoine, de la mise en tourisme. De certains territoires qui échappent à la dynamique, à des dynamiques économiques liées au tourisme ou au patrimoine. Bon, bref. Donc voilà, je crois qu'il y a, quand on parle de numérique, de mon point de vue en tant que géographe aménageur, j'essaie de ne pas tomber dans une espèce d'approche un peu monolithique de la question. Donc c'est un peu compliqué, enfin compliqué, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je l'envisage. Et je pense qu'en effet, le rythme du numérique a été donné dès le départ par les acteurs globaux du numérique mondialisé, avec une politique lancée par les USA, le fameux National Information Infrastructure de 93, développé par Al Gore. Les USA sont devenus des acteurs dominants du numérique mondialisé, tant du point de vue des infrastructures numériques, l'Internet, le GPS, hein, le GPS, c'est dingue, et que des terminaux avec l'IBM, etc., ou les contenus avec les GAFAM. Donc, il y a une très grande proximité public-privé, public-privé finalement, ou une proximité du public et du privé dans le domaine du numérique mondialisé aux USA, concurrencé par d'autres pays, je pense à TikTok et la Chine en ce moment. C'est vrai que la France, là-dedans, a été assez peu présente, étonnamment assez peu présente, dans la mesure où c'est quand même la France qui est arrivée le plus tôt possible, plus tôt que les Américains encore. Je ne parle pas d'ARPANET, mais je parle du Minitel du coup. Minitel, l'opération Minitel, c'est 1976 pour la première. Ça a mis fin ça s'est arrêté en juin 2012. C'est quand même la première expérience télématique domestique généralisée à l'échelle d'un pays, le Minitel, à ma connaissance. Et dans cette proposition du Minitel, il n'y avait ni avance, ni retard, ni centre, ni marge. Le rythme était le même partout, qu'on soit dans un petit village de l'Aude ou de la Dordogne, ou qu'on soit au centre-ville de Paris, puisque on était dans des liaisons via le réseau RTC, le réseau de cuivre classique, qui étaient exactement les mêmes, avec le même débit, le même prix, etc. Donc, on avait une avance, peut-être pas technologique, parce que c'est quand même pas, mais quand même, on avait une avance d'usage, en tout cas, de société habituée à utiliser le Minitel, qu'on n'a pas su valoriser pour des raisons qui m'échappent, mais on pourrait
les retrouver assez simple, assez facilement finalement. Alors, ce que je veux dire finalement, c'est qu'avec l'Internet, les politiques publiques ont rythmé leur engagement sur la rhétorique du retard ou de l'avance. Donc là aussi, on a quelque chose qui est de l'ordre de la rythmologie. Euh, on a une approche, notamment normative, imposée par l'avance supposée prise par certains territoires et le retard prétendument accumulé par d'autres territoires. Donc, on a raisonné à partir des années, on va dire, 2000 sur le registre de la performance numérique. La performance numérique des territoires, c'est devenu une unité de mesure sur laquelle vont s'étalonner finalement les territoires. De mon point de vue, à deux titres au moins, peut-être trois. Le premier, c'est cette fameuse fracture numérique qui a quand même occupé les esprits beaucoup en France jusque dans les années, je vais dire 2015, hein. Un peu moins maintenant pour des raisons, parce qu'en effet, beaucoup de choses se sont réglées, y compris grâce à l'État d'ailleurs, mais pas que. Mais on n'aura pas le temps de revenir dessus, mais la fracture numérique a commencé par une fracture numérique nord-sud à l'échelle du monde, et puis une fracture numérique aussi qui n'était pas nord-sud à l'échelle de la France, évidemment, heureusement, mais voilà, plutôt territoire urbain dense et donc rentable, et plutôt territoire sous-dense, donc peu rentable. Et finalement, très récemment, la MENNUM a mis en place un indice de fragilité numérique des territoires en France, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, donc qui montre bien qu'il y a cette question de la performance numérique, hein, l'indice de fragilité numérique des territoires. C'est intéressant de voir de quoi est composé cet indice d'ailleurs, on n'aura pas le temps, mais voilà, on a un premier registre qui est sur cette rhétorique du retard et de l'avance qui a à voir, à mon avis, avec les séminaires rythmologie. Un deuxième élément qui est tout aussi révélateur, c'est un élément sur la Smart City versus Dumb City finalement, hein, c'est-à-dire une course à l'intelligence urbaine. Donc il y a eu une multiplication des labels territoriaux, des rankings pour classer les territoires les plus intelligents, etc. Donc là, on est toujours sur cette rhétorique du retard et de l'avance. Et peut-être une troisième approche un peu normative qui est aujourd'hui la fameuse plateformisation. Tout est plateformisé, alors il faut développer des plateformes numériques pour pouvoir en effet rendre les territoires, disons, plus performants. Bon, voilà. Et donc, on parle de solutionnisme numérique, et c'est la partie 2. Hein, ce solutionnisme numérique, je crois, on prend le risque du délaissement territorial euh, avec cette question du solutionnisme numérique. Ça me permet d'en arriver à la deuxième donc, partie du propos. Euh, qui justement va interroger un petit peu ce solutionnisme numérique, où l'idée en fait du propos, c'est de dire qu'en effet, c'est très efficace à court terme. Par rapport à des problématiques qu'on a, là typiquement la téléconsultation et la problématique de la désertification médicale, c'est très efficace à court terme. Et du coup, on peut s'installer dans cette facilité. Les territoires peuvent, d'une certaine façon, s'en satisfaire. Plus ça va être efficace et plus on va s'en satisfaire. Et ça fait courir le risque sur le long terme du délaissement territorial, c'est-à-dire une forme de désinvestissement, notamment public et notamment en lien avec les services publics, des acteurs publics vis-à-vis des territoires peu rentables, etc. Donc, la question des déserts médicaux illustre parfaitement, je crois, ce risque, à la fois cette efficacité, cette très grande efficacité, ce risque. C'est une efficacité qui a pu être aussi beaucoup mise à l'épreuve pendant la Covid, où le numérique est apparu comme étant le seul pratiquement opérateur de lien territorial. Et donc, avec une vraie efficacité, grâce au numérique, on a pu continuer à faire des cours, on a pu continuer à acheter, on a pu continuer à se soigner, on a pu continuer. Et finalement, ça a fait la démonstration de la preuve que ça pouvait fonctionner comme ça.
à un rythme d'ailleurs qui a changé, hein. Les territoires, les rythmes n'ont pas été les mêmes. Il y a eu de la synchronie, mais il y a aussi eu beaucoup d'asynchronie, notamment pour les achats, etc. Donc, finalement, cette instantanéité, bah, c'est ce que je propose de mettre en discussion dans cette deuxième partie. Mais avant ça, alors je ne sais pas si je l'ai bien placé dans le propos, mais bon, mon propos quand même et mes travaux globalement se soucient beaucoup de l'action publique. Bien sûr, j'étudie le caractère, toutes les dynamiques privées, etc., mais en résonance avec cette question de l'action publique. Et donc, je me suis intéressé finalement à la position des élus face à 30 ans de déploiement numérique. Finalement, il y a 30 ans que le numérique s'est déployé. Je parle le numérique, je ne parle pas du Minitel encore une fois, je parle de l'Internet. Alors, on pourrait discuter, pourquoi pas de Minitel, mais parlons de l'Internet parce que l'Internet, c'est quelque chose de mondial alors que le Minitel restait très franco-français. Je crois qu'il y a un peu la Belgique qui a eu une expérimentation avec le Minitel, mais c'est pas allé au-delà des frontières belges. C'est un vrai échec commercial, en tout cas à l'international, même si c'était plutôt rentable, le Minitel a été très rentable à l'échelle française. Et a rendu, je crois, hein, de vrais services. J'ai le souvenir d'avoir regardé les résultats du BEPC, les résultats du bac par le Minitel. Enfin bon, voilà. Ça a rendu de vrais services que aujourd'hui l'Internet rend. Les premiers usagers, ceux qui ont tiré sans doute le meilleur parti du Minitel, c'est les agriculteurs parce que ça leur permettait de voir en direct le prix des céréales, des matières qu'ils allaient vendre. Et donc, ça leur permettait quelque part de rythmer aussi le marché, d'avoir leur propre rythme sur le marché. Bref, je ne parle pas du Minitel, mais on parle finalement de 30 ans de numérique. Disons que le rapport américain, Niche for Action, Agenda for Action, c'est 93. Le rapport Bangemann européen qui fait suite à ce rapport numérique, c'est 94, le rapport Bangemann. Et le premier rapport français, c'est le rapport Hervé Terry, celui qui a justement inventé le Minitel. C'est également 94. Il s'intitulait de mémoire Les autoroutes de l'information, quelque chose comme ça. Donc, bon, 94, on est en 2024. Ça fait 30 ans. Et finalement, les élus en 30 ans ont eu plusieurs positionnements. Je crois qu'en 95, à partir de 95, 94, 95, on était dans des élus qui se voulaient précurseurs. Il y avait peu d'élus qui s'engageaient dans la question numérique, de fait, mais ceux qui s'y engageaient, c'était des précurseurs. Donc on parlait beaucoup à cette époque-là de citoyenneté numérique, comment on va s'approprier le numérique. On parlait du web public, territorial, de l'Internet citoyen. Il y avait des ambitions servicielles et des contenus en provenance du public, presque plus que du privé finalement, parce que pendant longtemps, on n'a pas acheté sur Internet parce qu'on avait peur de se faire avoir. Il faut savoir que le e-commerce a mis du temps à s'installer quand même, hein, parce qu'il fallait que la confiance des consommateurs soit au rendez-vous. Donc, le numérique en 95, c'était un numérique finalement assez basique, assez rudimentaire, mais où l'acteur public n'était pas remis en question dans la gestion de ses affaires territoriales. C'était lui qui presque donnait le là. Je parle pour la France en tout cas. Donc, on était un peu dans le prolongement du Minitel, d'une certaine façon, où le Minitel, ça restait beaucoup un Minitel public finalement, enfin, en tout cas, où il y avait des services publics. Il y avait quelques services privés, notamment liés au Minitel Rose, etc. Mais c'était quand même globalement beaucoup de services publics, l'annuaire, etc. Et territorialement parlant, cette affaire d'Internet, d'élus précurseurs, c'était plutôt autour de la démocratie locale, des petites villes, des petits villages. Donc, j'avais beaucoup travaillé avec Evenot à l'époque sur Parthenay, mais il y avait d'autres villes comme ici les Moulineaux, qui n'étaient pas pour le coup, une si petite ville que ça, mais voilà, il y avait Chouz, village numérique, qui était un village où il y avait beaucoup enfin, plutôt, le nucléaire était très important et donc il y avait beaucoup d'argent, ils ont investi dans le numérique. Bon, bref. 95, il n'y avait pas de problème avec les élus finalement. En 2005, le numérique s'est installé petit à petit, hein, toujours dans ce rythme un peu lent, mais sûr de l'installation du numérique. Il n'y a jamais eu un retour en arrière. Il n'y a eu que des avancées importantes, parfois des irruptions, mais là, on était encore dans l'insertion douce du numérique. Mais donc, en 2005, je crois que c'est le début des élus qui sont fracturés. C'est-à-dire que le numérique, entre 95 et 2005, a pris de l'épaisseur
de l'importance. On a vu que c'était important, que ça répondait à des besoins concrets. Et donc, c'est là qu'on a parlé beaucoup de fracture numérique. Et donc, on s'est posé beaucoup la question de comment on va équiper les territoires, réduire les inégalités d'accès, comment on va pouvoir répondre à cette fameuse fracture numérique. Et il y a eu la fameuse loi 1425-1 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, qui ont permis des réseaux d'initiatives publiques ensuite. Mais finalement, ça veut dire que les élus ont beaucoup investi l'innovation, plutôt l'infrastructure télécom, et parfois les EPN, les espaces publics numériques, en tant que palliatif d'une mauvaise infrastructure, mais ils ont abandonné finalement cette question de l'innovation sociale ou sociétale, notamment sur les services de proximité, ils les ont oubliés, mais d'autres les ont engagés, les ont investis, et c'est à ce moment-là qu'est apparu en effet le Web 2.0, hein, globalement, hein, dans les années 2010, avec les réseaux sociaux, avec bien sûr l'Internet mobile. L'internaute a quitté son bureau, il est allé dans la rue, il y avait des services dits géolocalisés, etc. Et donc là, les élus, non seulement ils étaient fracturés, parce que finalement la fracture numérique ne s'est pas véritablement résolue complètement, puisqu'il y avait une course à la montée en débit des territoires, donc il y avait toujours un temps de retard des élus vis-à-vis de cette question. Des élus, je parle des élus de communes sous-denses ou de faible ou de moyenne densité, hein. Je ne parle pas des élus des grands centres métropolitains, évidemment, puisque là, c'était rentable, les opérateurs sont venus assez spontanément et naturellement. Bref, en 2010, il y a eu des élus en déprise. C'est-à-dire que pour la première fois, l'élu perdait la maîtrise de ce qui se passait vraiment sur son propre territoire. Il y avait une perte de monopole des services de proximité et parfois de la fiscalité qui allait avec. On peut prendre l'exemple de euh, Airbnb, par exemple, hein, vis-à-vis des hôtels, etc. Il y avait des problèmes, hein, parce que c'était des applications géolocalisées qui ont été portées par le privé, souvent en provenance de l'échelle monde d'ailleurs, hein, et qui se sont finalement émancipés. Il y a une forme d'émancipation numérique des élus, avec une espèce de partenariat public, non, pardon, privé-citoyen, qui s'établissait directement, qui a pu poser problème. euh, je pense aux élus qui ont un peu perdu la main, hein. Jusqu'alors, l'innovation qui s'était développée dans les territoires n'avait pas euh, mis en difficulté les élus, puisque bon, mais si on considère le ferroviaire, bon, ben, ils avaient la main sur le déploiement globalement des rails, etc. Puis sur l'automobile, ils ont globalement eu la main sur la construction des routes. Mais là, c'était beaucoup plus difficile d'avoir la main sur l'innovation technologique en lien avec le numérique. Alors, en plus, je dirais qu'il y a eu une forme de, comment dirais-je, de collaboration, c'est un gros mot, mais enfin une collaboration. C'est-à-dire qu'ils ont payé via la 1425.1 l'infrastructure qui était opérée par le privé et dont les contenus étaient en plus euh, plutôt des contenus privés, plutôt en provenance de l'échelle monde. Donc des usages numériques comme le e-commerce dans les villes moyennes ont fait fermer, de mon point de vue, énormément de petits commerces, hein. C'est-à-dire que oui, le consommateur connecté y trouvait son compte, mais le commerçant, lui, local, qui était devenu un showroom territorial pour les jeunes qui allaient acheter des baskets ensuite sur Internet, bah, ça a été quand même, de mon point de vue, une vraie moins-value territoriale. Et pourtant, et peut-être une plus-value habitante en tout cas, mais à court terme, toujours pareil, puisque plus ça va, et puis après on reproche de ne plus avoir de centres commerciaux dans les villes moyennes, etc. Évidemment, puisque c'est totalement incompatible avec le monde numérique dans lequel on vit. Alors on peut faire tous les projets cœur de ville qu'on veut, à mon avis, ça risque d'être compliqué pour trouver des solutions. Donc 2010, les élus étaient en déprise, et puis 2015, il y a eu une forme d'élus en reconquête numérique. Alors, c'est tout le mouvement French Tech. Euh, c'est aussi tout le mouvement Smart City, clairement. On est passé d'un référentiel plutôt défensif de lutte contre la fracture numérique à un référentiel plutôt offensif de constitution, de création de la Smart City, de territoires intelligents, etc. On était dans la recherche de politiques publiques opérationnelles autour de ce référentiel, qui ont été accompagnés aussi avec des tiers-lieux. Donc, on était dans un autre type d'approche, une approche très en lien avec le fameux récit métropolitain
qu'on a connues ces dernières années avec Lyon, Paris, Bordeaux, donc les récits métropolitains, hein, les 15 métropoles, etc. Donc là, il y a une forme d'élus qui se sont montrés en reconquête. Et puis je pense que euh, à partir de 2020, les élus se sont montrés entre guillemets responsables. C'est-à-dire qu'ils se sont intéressés à ce qu'on appelle la sobriété numérique. Certes, il y avait de la plateformisation, mais il fallait limiter l'impact environnemental du numérique tout en veillant à la fameuse inclusion habitante, à aussi ce qu'on travaille actuellement avec la souveraineté numérique locale, hein. Donc, des opportunités avec les données pour les acteurs publics de reprendre une espèce de main qu'ils avaient perdu pour gérer la proximité avec les capteurs de données, non seulement en temps réel, mais aussi peut-être de façon prédictive. Donc là, c'est sur l'ensemble du territoire, hein. Donc on voit bien, par exemple, que le Data Lab Normandie, c'est à l'échelle de la région. euh, à l'échelle de l'Occitanie, il y a l'équivalent, etc. Et donc là, c'est pas seulement le récit métropolitain, c'est le récit métropolitain, mais c'est aussi d'autres types de territoires, donc avec la recherche d'un équilibre territorial. Alors, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mieux, on n'en sait rien finalement, parce que de mon point de vue, c'est 2020, mais en tout cas, c'est beaucoup plus mature. On voit bien que en 30 ans, les élus ont été beaucoup plus matures, hein. Si vous interrogiez des élus en 2005, euh, moi, j'avais interrogé un élu, il m'avait dit, moi, une fois que mon territoire est fibré, j'ai fait mon job. En 2005-2010. Là, maintenant, l'élu ne dira plus jamais ça. Il ne dirait pas ça, d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, finalement, aujourd'hui, on est dans une forme pour revenir à cette question de l'efficacité numérique, de plateformisation qui est actée. Donc, on est dans une approche, je parle pas moi, mais les élus globalement, hein, il y a trois façons d'approcher la question numérique. Il y a l'approche critique où on considère que le numérique c'est aliénant pour les sociétés. Il y a quelques élus qui le pensent et qui essaient de mettre en place des choses qui sont évidemment pas trop suivies par les populations. Il y a l'approche constructiviste où on essaie de construire ensemble, mais globalement, ce qui est largement dominant, c'est la fameuse approche fonctionnaliste, c'est-à-dire le numérique qui est pensé pour ses fonctions dans la culture, dans la santé, mobilité, planification, etc., etc., envisagé comme une solution au problème. À chaque problème territorial, aujourd'hui, correspond une solution numérique, comme une solution numérique qui peut venir des startups, hein. Typiquement, je vous dis, je travaille sur les téléconsultations. Medadome, aujourd'hui, est considéré, mais d'autres aussi, hein, comme notamment par le gouvernement Macron, hein, et par cette mouvance French Tech, hein. C'est Macron qui l'a inventé alors qu'il a été ministre de l'économie, ou je ne sais plus s'il était ministre de l'économie, mais il s'occupait de ça. C'est lui qui a lancé la French Tech, hein. Donc, il y a une espèce de contrat partenarial de l'État, y compris d'ailleurs quand ils ont sollicité Doctolib sous la Covid, hein, euh, qui fait qu'on a une efficacité du monde de la société plateforme. Mais d'un point de vue géographique, ça pose deux problèmes quand même. Le risque de délaissement territorial sur fond de digitalisation de la société, hein. C'est une réponse pragmatique au problème d'aménagement du territoire. C'est une réponse pragmatique au problème que les réponses classiques ne peuvent pas solutionner, en tout cas très rapidement. Typiquement, la désertification médicale. On sait que d'ici 2026, il y aura 40% des médecins en moins. Donc, on investit beaucoup sur la téléconsultation de première ligne en se disant que ça pouvait être pas seulement la solution, pas la seule solution, mais une solution importante, etc., etc. Et puis, il y a un risque, évidemment, d'effilochage du lien social ou socio-territorial avec cette fameuse société des écrans. Donc, ce que je souhaite interroger dans le cadre de cette deuxième partie, c'est le côté court-termiste ou court-termisme, je ne sais plus comment le dire, du solutionnisme numérique. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, par exemple, la première des plateformes, ça a été la plateforme publique, pour le coup, de l'administration électronique. Mais demain, les services de télémédecine, hier et encore aujourd'hui, tout ça est valable encore aujourd'hui, évidemment, tout le e-commerce. Est-ce que ce sont des réponses pragmatiques au délaissement du territoire? Est-ce qu'on va l'assumer? On va assumer ça parce qu'en effet, c'est une grande efficacité à court terme de ces solutions. Mais est-ce que, par exemple, la téléconsultation a été envisagée et présentée comme une espèce de palliatif, mais qui ne devait pas s'installer, durer dans le temps, mais est-ce que ça ne va pas s'installer dans le temps? Est-ce que le danger de s'en satisfaire à moyen ou long terme, et plus ça va être performant, plus on va s'en satisfaire, est-ce qu'on ne va pas vers une nouvelle forme finalement
de dynamique territoriale ou de politique publique ou d'aménagement numérique des territoires. C'est-à-dire que l'aménagement numérique des territoires, jusque dans les années 2010, c'était aménager la fibre, en gros, hein. Là, est-ce que l'aménagement du territoire, ça risque pas d'être la plateformisation généralisée, notamment pour les territoires un peu en déprise ou laissés, voilà, qui n'appartiennent pas à l'orbite métropolitaine, y compris ceux qui appartiennent à l'orbite métropolitaine, mais qui en sont finalement assez éloignés. Bon, voilà, c'est un exemple emblématique, hein. Je travaille beaucoup sur ça parce que je trouve qu'il est très intéressant comme exemple de la téléconsultation. Aujourd'hui, il y a 6 à 8 millions de Français qui vivraient dans un désert médical selon les données de l'adresse notamment. Bon, on voit qu'il y a eu des solutions qui ont été envisagées, des maisons de santé, etc. Mais ça n'inverse pas la tendance. Les territoires font tout pour attirer des médecins. Très peu y arrivent. Or, l'accès aux soins est considéré comme un élément fondamental du bien-être à habitant. À court terme, c'est presque impossible d'inverser la tendance qui va s'accroître, hein, parce que il y a le vieillissement de la population qui va nous toucher, et ça c'est inéluctable. Donc, finalement, la téléconsultation, en particulier dans le cadre de bornes et de cabines situées dans ces territoires, peut être très rapidement une solution palliative à la désertification médicale. Alors, il y a deux types de téléconsultation. Il y a la téléconsultation en autonomie, depuis chez soi, avec son propre équipement numérique et sa propre littératie. On n'a pas de mesure des symptômes, etc. C'est 95% de la téléconsultation aujourd'hui, hein. Et puis, il y a en phase, en plus de ça, une téléconsultation que j'appelle aussi territoriale, accompagnée depuis des lieux, alors j'ai mis public, mais c'est pas public, accessible au public. 90% de ces lieux sont des pharmacies avec des outils connectés, des accompagnements possibles dans l'usage. C'est sur ça précisément que je travaille beaucoup. On est en train avec une collègue de monter une base de données qui a recensé jusqu'à présent un peu plus de 4000, presque 5000 dispositifs dans le territoire avec un rythme d'équipement des territoires incroyable, hein, 36 000 communes, on est déjà 5 000. Et Medadome, qui est le leader du marché, prévoit d'arriver à 25 000 pour 2026. Donc, ça fait beaucoup. Et ce n'est que Médadon. Il n'y a pas que Médadon qui se lance dans ce genre de dispositif. D'autant que maintenant, il y a aussi tous les dispositifs ophtalmiques qui se déploient également dans les magasins d'optique. Notamment, Afflelou a décidé d'équiper tous ses magasins d'optique de systèmes de téléconsultation ophtalmique. Donc, la question que je me posais dans cette deuxième partie, c'est est-ce qu'on ne va pas s'installer tranquillement dans cette espèce de confort numérique de plateforme parce que c'est de plus en plus efficace, etc. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes? Je pense que ça en pose sur le vivre ensemble, sur le bien-être territorial, sur le lien social, etc. Pour finir cette présentation, euh, j'ai choisi le terme temporisation parce que ce que je veux dire, c'est que finalement, qu'est-ce qui reste à l'acteur public aujourd'hui français? Je pense que c'est largement valable sur d'autres pays, mais je n'ai pas investigué assez pour le dire. C'est de réguler. On régule les spatialités numériques, les dynamiques territoriales à l'heure du numérique, les nouveaux rythmes urbains. On essaie de réguler en tout cas. Et euh, on y arrive plus ou moins, mais voilà, pour finir, je sais pas, il y a un petit dessin sur l'écran qui est apparu, c'est peut-être pour me dire quelque chose. Il y a eu 6 idées générales sur le monde connecté. La première idée, c'est que ce monde connecté enregistre une régularité d'usage depuis 1994 et puis une progression dans l'usage quantitativement et qualitativement qui est incontestable. Donc, on est toujours connecté. Souvenir qu'à l'époque du numérique, au départ, on payait à la minute l'accès à Internet, hein. Là, aujourd'hui, on est toujours connecté. On ne paye pas plus cher quand on est connecté ou pas connecté. On a presque des gigas, autant de gigas qu'on veut sur l'Internet mobile, même si ce n'est pas tout à fait gratuit non plus. Deuxième élément, ce numérique permet aux habitants de se coordonner à leur environnement économique, à leur environnement social, amical, territorial. Donc, il y a une sorte d'appairage du numérique qui devient vraiment bah, l'opérateur de liens social, socio-territorial. Le numérique crée beaucoup d'incertitudes.
il en réduit, mais il en crée beaucoup. Donc, ça suppose aussi beaucoup d'instabilité dans ce monde connecté qui se veut finalement de plus en plus sûr, mais qui l'est de moins en moins sans doute. Le numérique permet de se payer le luxe de l'imprévision, je dirais. C'est-à-dire, on ne sait pas à quelle heure on va prendre le train, mais grâce au numérique, on va vers la gare et on verra en chemin faisant à quelle heure partira le train. On pourra même prendre le ticket en chemin, etc. Donc, il y a, il y a, il y a- il y a beaucoup d'incertitudes, mais on gère l'incertitude avec le numérique. Ça génère aussi beaucoup de controverses territoriales, notamment en termes de justice spatiale. On a parlé de fracture numérique, mais il y a le numérique au départ, la philosophie de Al Gore, c'était de créer de l'équité territoriale. Bon, enfin, en tout cas dans le discours, on voit bien que ça a créé beaucoup plus de différenciation territoriale que d'uniformisation territoriale, hein, objectivement. Il n'y a pas que la fracture numérique au sens infrastructurel du terme, il y a aussi une fracture générationnelle, il y a une littératie qui n'est pas du tout la même partout, et donc il y a des différenciations numériques territoriales à l'intérieur même d'un même territorial, et parfois même à l'intérieur même d'une même maison en réalité. Euh, mais en tout cas, le numérique met à l'épreuve les territoires dans leur capacité d'innover. Et là, finalement, c'est plutôt, quand je dis territoire, je parle de l'acteur public, finalement. C'est un peu trop tard, en tout cas pour le moment, mais aussi et surtout de réguler les externalités négatives, donc liées, causées par le numérique. Et donc, je crois que le numérique aujourd'hui est au cœur d'un conflit quant à l'interprétation de ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. On parle des terres rares. Est-ce que c'est légitime, bon, d'exploiter ces outils? Bon, donc je crois que finalement, l'acteur public, son rôle aujourd'hui, c'est de réguler ces spatialités numériques et ces nouveaux rythmes urbains. Donc, bon, je travaille beaucoup sur la pareille théorie des conventions. Donc, je considère que finalement, toutes ces externalités numériques euh, dans les territoires, souvent, sont à considérer comme des épreuves de force, c'est-à-dire des épreuves qu'on n'a pas choisi de passer et qui s'imposent à nous. Et que face à ces épreuves de force, il y a peut-être la nécessité d'organiser des épreuves de grandeur pour retrouver finalement, via l'appel aux valeurs, des termes de l'accord stable. Donc là, par exemple, je pourrais mobiliser cette question, mais je ne vais pas le faire trop longtemps parce qu'on n'a plus le temps, cette question des trottinettes électriques, hein, qui est assez passionnante dans la façon dont l'acteur public apporte un système de régulation qui peut être très différent selon qu'on habite Lyon, Le Havre ou Paris. Paris, pour moi, c'est un échec de régulation puisqu'ils ont demandé, ils ont fait un référendum, ils ont dit, bon, il n'y aura plus de trottinettes en free floating. Pour moi, c'est un échec de régulation parce qu'on interdit tout simplement. La vraie régulation, c'est permettre à la proposition urbano-numérique d'exister, mais en faisant en sorte que les termes de l'accord puissent être trouvés entre les différentes parties prenantes, et notamment avec les habitants, mais aussi les acteurs publics, etc. Bref, j'ai plus trop de temps, il me reste 2 minutes. Prends Je le crois temps que qu'il cette faut. obligation de régulation publique du numérique territorial peut être lue comme, peut-être, hein, je ne sais pas, un défaut d'anticipation sur le numérique, en particulier sur le numérique et les impacts territoriaux du numérique, avec un temps social de plus en plus court parce que le numérique accélère le changement. Bon, enfin, on parle d'IA aujourd'hui, il y a 1 an et demi, on n'en entendait absolument pas parler dans le grand public. Aujourd'hui, l'IA est devenue quelque chose qui est pris très au sérieux, sans doute à raison, hein. Mais voilà, on voit bien comment les choses, enfin, ça se sédimente pas, c'est ça qui est en plus très compliqué à gérer. C'est pas une couche qui un coup cache une autre, c'est des superpositions, des hybridations de choses qui fait qu'il y a un défaut d'anticipation, hein. J'avais travaillé, enfin plutôt j'avais fait partie de groupes de prospective à la data, en particulier dans un groupe où j'étais juste secrétaire scientifique, c'est-à-dire je prenais des notes. Et je dois dire qu'en 2002, j'étais juge un étudiant, un jeune doctorant. J'étais surpris, rétroprospectivement, j'étais surpris du manque de vision que la data et tous les acteurs de ce groupe avaient sur ce qui allait se passer, quoi. On n'avait rien vu en réalité. C'est terrible.
Et finalement, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation de temporiser pour se donner du temps face à l'urgence des problèmes? Et je crois que la régulation publique aujourd'hui, c'est un petit peu, on temporise, on essaie voilà, presque de calmer le jeu, de trouver des solutions, mais je pense que à mon avis, c'est pas pour mieux sauter, mais il y a un temps de retard. Voilà, c'est comme si on courait après ce temps de retard. Je parle quand je dis on, c'est l'acteur public global, enfin plutôt national, européenne, national et surtout local, hein, même s'il y a beaucoup d'actions qui sont engagées pour essayer de trouver des solutions pour une meilleure appropriation de cette question du numérique. Alors, donc, je ne suis pas en train de dire, même si ça peut apparaître un peu comme ça, que le mondial, c'est le méchant loup et que le local, c'est le gentil agneau. Mais voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois que c'est 13h01. Euh, je pense avoir dit beaucoup de bêtises, mais j'espère que je pourrai prendre des notes pour progresser dans ma réflexion.